la première chaîne sur le net à faire ça et avoir le plus de contenu possible. Et donc je suis allé au Festival d'Angoulême, j'ai interviewé des grands auteurs. Case Café, la pause café de Case Départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Salut à toutes et à tous. Cette fois-ci, c'est moi, Flavien, qui vais parler de moi sur Case Café. Case Café, qu'est-ce que c'est ? C'est l'endroit où nous, ça est, Wallo et moi, Flavien, allons prendre la parole indépendamment, ou juste pour vous parler des notions qui nous font plaisir, des réflexions qu'on a aussi envie de vous partager. Et donc, on s'est dit que le premier truc à faire, c'était de nous présenter pour que vous sachiez qui on est et qu'est-ce qu'on fait dans cette émission qu'on a créée. Et surtout quel est notre profil, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté, ou alors on s'était présenté très succinctement sur les différentes émissions. Donc on s'est dit, on va prendre un peu de temps, chacun notre tour, pour se présenter. Donc moi, c'est Flavien. Je suis d'origine indienne. Mes parents donc, sont nés à Pondichéry et sont arrivés en France très vite. Et moi, je suis né ici, à Sarcelles, dans banlieue parisienne. Un lieu très sympathique pour ceux qui connaissent, et où j'habitais à côté d'une forêt, même si on se dit à chaque fois que Sarcelles, c'est des grands ensembles et ça. Et non. Et moi, j'étais à côté d'un bois. C'était aussi dans un bâtiment, mais le bois était à côté, donc on faisait des randonnées en vélo et tout. Et j'ai eu une enfance plutôt sympathique, malgré des petits détails d'adolescent comme on peut l'avoir. Mais on va pas s'attarder dessus, en tout cas maintenant. Pourquoi je suis dans Case Départ ? Parce que j'adore le manga et je travaille dedans aussi. Et à côté, la connaissance de soi et développement personnel. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos qui s'appellent Toutou True Story, à regarder sur ma chaîne YouTube. Un peu de promo, ça fait pas de mal. Mais si vous voulez en savoir vraiment sur moi, en fait, je me livre sur ces vidéos où je parle à mon doudou, Toutou. Et ça va vous faire plaisir, je pense, à regarder. Et puis, on peut après en discuter, justement. Et je vous dirai, sur la connaissance de soi, là, en fait, on est vraiment pas mal. Donc, il y a quand même 8 vidéos de 7-8 minutes. Donc, je pense qu'il y a une grosse connaissance de moi que vous pouvez faire. Donc, je vais pas m'attarder ici. Je vais vous parler un peu de manga et comment je suis arrivé dans ce domaine-là. En gros, moi, je suis fan de manga depuis la jeune enfance, la petite enfance même, parce que j'étais biberonné au Club Dorothée. J'ai 2 grandes sœurs qui regardaient déjà la télé. Mes parents adoraient regarder le Club Dorothée. Ils adoraient regarder Princesse Sarah. Ils adoraient regarder Nicky Larson parce qu'il y avait plein de bêtises, etc. Et puis, ça ne les gênait pas de nous mettre devant la télé, à part sur les Chevaliers du Zodiaque parce qu'ils trouvaient ça un peu violent, et sur Ken aussi parce qu'ils trouvaient ça un peu violent, donc ils nous laissaient Dragon Ball et Sailor Moon, et j'avoue que j'adorais, et Ranma aussi, et j'adorais. Et quand j'étais petit, ils me laissaient sur les rayons des hypermarchés pour que je puisse faire ma vie tranquillement, donc je lisais tous les mangas et toutes les BD qui passaient sous mes mains. Donc j'ai lu tous les Dragon Ball, j'avais lu tous les Ranma, j'ai lu les Akira. Il y avait quoi encore à l'époque ? Il y avait aussi Ken le survivant aussi qui était sorti. Donc voilà, je lisais un peu tout ce qui se passait et aussi toutes les BD parce que je suis aussi un fan de BD et je devrais lire tous les Spirou, les Marsupilami, les Tintins, les Astérix, tous les classiques, les Lucky Luke, tout ce qui passait sous la main, parce qu'en fait j'avais quand même 2 heures de temps à tuer chaque samedi, on va dire. Donc au bout d'un moment, j'avais un peu fait le tour du rayon librairie de tous ces hypermarchés. Et j'avais laissé un petit peu tomber pendant le début de l'adolescence, et quand Pokémon est arrivé, là pour moi j'ai fait c'était le revival. Surtout qu'à cette époque-là, il y avait M6 et Canal+ qui commençaient à rediffuser des dessins animés. Il y avait Full Metal Alchemist, il y avait Gundam Wing, il y avait GTO, et donc en fait il y avait un peu ce dynamisme qui revenait à la télé, et avec Pokémon pour moi c'était l'entrée en matière. Et à ce moment-là, mon voisin, il m'a filé des mangas. Il m'a dit, toi, t'aimes bien tout ça ? Vas-y, lis Kenshin, lis Slam Dunk, lis Lovina. Tu vas voir, ça va te changer. Et surtout, lis Aisu de Masaka Sukatsura. Et là, c'est vrai que pour moi, c'était une claque. Parce que Kenshin, oui, on est sur du shonen. Slam Dunk, sur du basket. Et moi, à l'époque, je faisais aussi un peu de basket. Lovina, histoire d'amour romancée, très bête. Et ça me rappelait un peu Ranma. Et Aisu, là, c'est la première fois que je vois une introspection d'un personnage, d'un adolescent qui vivait les mêmes choses que moi, qui se posait plein de questions et qui se disait comment je peux avancer dans la vie. Et ça, pour moi, ça a été une claque. J'ai fait, mais c'est bizarre, ce manga, il me ressemble. Et là, je me suis dit, les mangas, ça peut me parler encore plus. Et là, je me suis mis à dévorer tout ce qui passait sans transition. J'ai fait des études
général, baccalauréat ES, etc. Mais j'avais toujours dans ma tête, j'ai envie de travailler dans le monde du manga ou de la BD ou de l'animation, du dessin animé. Et j'avais gardé ça dans ma tête. Et donc, j'ai fait des études d'art aussi à côté, de dessin, et dans lesquelles, en fait, j'explorais les différents types de dessins et d'art qu'on pouvait avoir, de la gravure, de la photographie, de la peinture. Et donc, j'ai passé une option art. Et en fait, j'ai eu mon bac grâce à l'option art. Parce que, en fait, j'ai eu une très très bonne note. Et j'avoue que ça m'a sauvé. Je suis passé à 10 piles. Et en parallèle, en fait, j'ai vu que je ne savais pas parler à l'oral, ce qui ne se voit pas là maintenant. Avant, je parlais comme ça, avec une petite voix. Donc, on ne m'entendait pas. À part pour faire des blagues avec mes copains, parce que là, j'arrivais à lever la voix très fort, ou alors pour me faire renvoyer des cours aussi, parce qu'en fait, je faisais le pitre. Et donc, j'ai commencé à faire du théâtre pour pouvoir passer mes oraux blancs et mes oraux de bac, pour avoir une belle oralité. J'ai commencé à faire du théâtre, et les profs que j'avais, Philippe Leroy, qui exerce toujours d'ailleurs, qui est un excellent prof, il m'a appris à me développer, à savoir qui j'étais, et à montrer ma voix. Ici, la voix. Et donc, grâce à lui, j'ai pu aimer le théâtre et adorer le théâtre. Et je comprenais pas pourquoi, au début, on m'avait pas fait faire ça avant. En tout cas, je comprenais pas les techniques qu'on m'enseignait à l'école où il fallait apprendre un texte et je savais pas pourquoi. Et là, le fait de le jouer, de se le faire sien, c'était excellent. Sauf que j'avais une particularité, c'est que je ne sais pas apprendre quelque chose par cœur. Et donc, j'ai inventé à chaque fois, j'improvisais des répliques. Un peu plus tard, quand j'ai continué à faire le théâtre, ma prof de théâtre a fait « Tu sais qu'il y a une discipline qui s'appelle l'improvisation ?» Je fais « Quoi ? C'est quoi ?» Et en fait, c'est des gens qui font du théâtre, mais où ils improvisent tous les textes. Et j'ai fait « Oh, mais c'est trop bien !» Et depuis, en fait, j'ai commencé comme ça, juste après le lycée. Et ça continue encore maintenant. Et l'impro est devenu une deuxième, voire une troisième vocation. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Après le lycée, j'ai fait des études de communication pour devenir chef de projet. Je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais toujours que c'est dans le manga, l'animation japonaise. Et je me suis dit, en même temps, mais vu que j'ai envie de travailler dedans, quel est le meilleur moyen pour que je rentre dans cet univers-là? Et à l'époque, il y avait un salon qui s'appelle Japan Expo et qui était au CNIT. Et j'étais allé le voir en 2005, au moment où je passais mon bac. Et j'ai fait, mais j'ai envie d'y aller dans ce salon. J'ai envie de voir comment on y travaille. Et je me suis inscrit. Je pensais que c'était bénévole. Et l'année où je me suis inscrit, c'était la première année où c'était pas du bénévolat, on était payé. Donc, j'étais devenu salarié de Japan Expo sur les 3 jours du festival. À l'époque, c'était que 3 jours et pas 5 jours. Et je me suis retrouvé à 17 ans et demi, 18 ans. Bon, je passais 18 ans parce que sinon, c'est pas légal. Mais donc, j'allais avoir mes 18 ans. Et donc, ils m'ont embauché pour m'occuper à faire les badges des journalistes. Normalement, c'était ça mon travail. Et à un moment donné, il y a eu, je sais pas si je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé propulsé à m'occuper des invités japonais l'après-midi. Donc le matin, je m'occupais à faire les badges des journalistes et l'après-midi, je m'occupais à faire un peu la nounou des artistes japonais. Je comprends toujours bien le japonais, mais à l'époque, je le comprenais un petit peu, mais juste parce que j'avais regardé beaucoup trop d'animes. Mais j'avais déjà mon oreille parce que vu que, et c'est là l'importance des origines indiennes, c'est que mes parents me parlaient en tamoul, donc c'est la langue indienne, donc j'avais déjà l'oreille. Et le fait de regarder des animés, en fait, j'avais l'oreille entraînée à écouter du japonais. Donc pour moi, écouter du japonais, c'était très simple et le comprendre, c'était le plus simple. Et donc dès le début, quand je suis arrivé dans ce poste-là, pour moi, c'était très facile de comprendre ce qu'ils me disaient. Et donc c'était beaucoup plus facile d'être leur nounou, même si on avait des fois du mal à se comprendre sur les trucs. Mais ça passait, on arrivait toujours à faire les trucs. Grâce à ça, donc j'ai réussi à travailler à Japan Expo, comme je disais le matin pour faire des badges pour les journalistes. Donc j'ai rencontré plein de gens, plein de journalistes, plein de vieux de la vieille. Grâce à eux, en fait, c'est comme ça qu'est né un peu tout l'univers du manga. Et j'ai rencontré les éditeurs, j'ai rencontré les grosses pointures, j'ai rencontré les auteurs, etc. Et c'était hyper chouette. Et j'ai rencontré aussi des artistes qui m'ont aussi donné ma chance plus tard. Bon, j'ai travaillé pendant très longtemps en tant que saisonnier à Japan Expo. J'ai fait mes études en parallèle à l'IUT. Et j'ai fait un stage en parallèle dans une entreprise dont le propriétaire de l'entreprise avait possédait le nom de domaine manga.tv. Sauf qu'il en faisait rien. Et là, je me dis, mais attends, moi, fan de manga, attends, mais vas-y, je te le prends et je te fais quelque chose avec. Et la société dans laquelle j'étais en stage à l'époque, elle s'occupait des web TV. Les web TV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre de YouTube. YouTube se lançait un petit peu, mais à l'époque, la plupart des chaînes de TV, etc., avant de se mettre vraiment, de mettre des trucs comme sur YouTube, elles avaient leur propre plateforme vidéo qu'on appelait des web TV. Et donc, on avait décidé de créer la première web TV
sur le manga et l'animation japonaise. Et elle s'appelait manga.tv. En gros, c'est un peu l'ancêtre de ce que vous faites maintenant. La plupart de ceux qui font de l'influence, et ben en fait, c'était ça. C'était la première web TV en vidéo où j'allais interviewer les personnes qui travaillaient dans le manga, qui travaillaient dans l'animation japonaise, et donc j'allais interviewer tous les artistes et toutes les personnes qui font le manga de maintenant. Le but était de devenir la première chaîne sur le net à faire ça et avoir le plus de contenu possible. Et donc je suis allé au Festival d'Angoulême, j'ai interviewé des grands auteurs comme Gueluc, celui qui fait Le Chat, Guarnido, celui qui fait Black Sad, Rodrigue, celui qui fait Cubitus, pour parler de manga, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens encore, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs japonais qui venaient, et c'était un peu plus compliqué de parler de manga et tout à l'époque. C'était encore un peu de niche et les gens avaient un peu peur, surtout à Angoulême, et donc j'avais quand même des interviews assez cool à faire. Après j'ai fait le Festiblog, etc., où pareil, vu c'était la mode des blogs BD, j'interviewais tous les blogueurs BD dans la veine un peu manga et qui sont maintenant qui éditent des BD ou des mangas hyper chouettes. Et ça, c'était en bénévolat. Je faisais ça dans mon coin parce que c'était trop chouette, et je faisais ça au début tout seul. Et ensuite, il y a Johnny qui est maintenant sur la 5e de couve qui m'avait rejoint, et il y a Mélissa aussi qui m'avait rejoint en cours de route pour m'aider à développer la chaîne. Et on faisait des émissions très souvent, une fois par mois, on postait une émission sur manga.tv. La plupart, vous pouvez les regarder encore sur la chaîne de YouTube de la 5e de couve. Il y a marqué Espace Manga, la 5e de couve. Pour la petite histoire, rapidement, en fait, la 5e de couve, c'est un dérivé de manga.tv. À l'époque, Maxime Bender m'avait demandé est-ce qu'on peut faire un podcast en complément des émissions télé qu'on faisait sur manga.tv. Et on s'est dit, on va monter la 5e de couve. Et la 5e de couve est le dérivé, en fait, en audio de ce qu'on faisait de ce qu'on faisait en émission. Et maintenant, la 5e de couve continue. Moi, je me suis retiré un peu de ce projet, mais Johnny et Maxime le continuent avec le succès qu'on connaît. Ceci étant dit, moi, en fait, dans ma tête, après ce petit passage rapidement, moi, je voulais toujours travailler dedans, même si j'avais commencé à mettre mon pied dedans en mettant un gros pied dedans avec manga.tv, mais je travaillais pas dedans, j'avais pas encore de revenus dessus. Donc, j'ai fait des études de sociologie pour comprendre, en fait, un peu les mouvements de fans, etc., pour savoir encore mieux cerner un peu ma clientèle, on va dire. J'ai fait des études après de management des entreprises pour ensuite créer ma propre entreprise. Je ne l'ai pas encore fait à ce moment-là, parce qu'entre-temps, il me fallait un peu de bouteille. Donc, j'ai travaillé dans différentes entreprises. Je travaillais chez Air France. Ça s'est très mal passé. Mais ça m'a appris à communiquer, on va dire, avec le monde extérieur et les mondes un peu diplomatiques, et un peu de savoir comment ça se passe dans les grosses entreprises. Et je travaillais aussi chez Mondadori, qui a été racheté par Reworld. Et je travaillais pour Closer. Je travaillais aussi pour Gulli. Je suis resté 1 an chez Gulli, et je m'occupais du site internet de Gulli où j'écrivais les articles sur le site, et je m'occupais principalement aussi des vidéos parce qu'il fallait développer les vidéos sur le site internet de Gulli. Donc je faisais plein de reportages parce que j'avais lancé manga.tv aussi en même temps, donc ils m'avaient embauché aussi pour ça, pour développer plein de petits reportages pour les enfants sur Gulli. Et ce que j'ai fait aussi sur Closer, après sur Gradia, sur Top Santé, sur Le Chasseur français. À la base, j'étais rentré comme webmaster, donc je devais juste faire les newsletters et aider les développeurs et les chefs de projet à bien travailler ensemble. Et finalement, je suis devenu formateur de journalistes et à faire des contenus vidéo aussi pour la plupart des sites internet. Et à côté de ça, en fait, je continue toujours à faire manga.tv, toujours en parallèle, à faire des partenariats, à passer mes week-ends dans les salons, à faire des interviews, à monter, à faire les émissions avec Johnny et Mélissa, à faire le podcast de la 5e de couve. Enfin bref, c'était très chouette, quoi. Je suis parti après en Australie pendant 6 mois pour faire un petit break, pour voir un peu de monde. Je me suis dit, c'est le seul moment où je peux voyager. On est parti avec une copine et un autre pote. On est parti pendant 6 mois. On a fait l'Océanie et l'Asie. Et c'était hyper chouette, moment de tranquillité et puis de déconnexion totale. Et je suis revenu et je travaillais dans différentes boîtes encore. Et en 2015, je fais ça y est, je monte ma boîte. Et j'ai monté Mediacoup, qui hébergeait manga.tv et la 5e de couve. Et du coup, c'était une production de contenu pour manga.tv. Et ça s'est très, très, très mal passé. En gros, je m'étais associé
avec une personne dont je fallait pas que je m'associe et ça qui a un peu phagocyté mon travail. Voilà, j'ai appris à gérer une entreprise, j'ai appris à gérer aussi des mentales, j'ai appris à avoir des déboires financières et donc ça s'est très mal passé. Mais l'expérience que j'en tire, c'est que en fait, quand j'ai créé cette entreprise, je me suis dit j'ai un truc que j'ai envie de faire, c'est que les gens discutent. Donc il y avait toujours l'improvisation théâtrale aussi à côté. J'avais des cours d'impro. Je commençais à animer des conférences pour les différents éditeurs de manga. Je commençais à faire des vidéos pour les éditeurs de manga. Je commençais aussi à faire des vidéos pour les chaînes comme comme la chaîne Manga, la chaîne Game One, la chaîne J1. Je devenais prestataire de service en gros, soit en tant qu'animateur ou soit en tant que caméraman ou soit en tant que réalisateur. Et moi je me suis dit j'ai envie que tout ça soit mis dans un seul bloc. Et j'ai envie d'animer des discussions sur l'usage des innovations technologiques ou sociales. Et donc, au détour d'un verre qu'on a bu avec des anciens de Japan Expo, oui, parce qu'entre-temps, j'ai continué à travailler à Japan Expo et j'ai monté en grade petit à petit et j'ai fait d'autres trucs aussi à Japan Expo. Je me suis occupé des conférences, je me suis occupé un tout petit peu de la programmation, je me suis occupé surtout de la gestion des dédicaces, et après des conférences, la gestion des conférences et des invités, etc. Et donc avec les anciens de Japan Expo, on s'est dit, ça serait marrant de faire un salon événementiel dans un salon, un salon dans un salon. Et moi, je trouve l'idée hyper drôle. Et là, genre quelques mois après, j'appelle Mélanie et Sorani, qui sont deux amies et qui travaillaient à l'époque à Japan Expo et qui avaient du temps. Et on a monté le Cozy Lab. Et celui-ci, il est né en 2016. Avec Mélanie Nolo et Sorani Chan, c'était un événement, un salon de sorte professionnel, mais dans un salon où il y avait des canapés, où les gens pouvaient s'asseoir, manger, boire et discuter avec les entreprises qui étaient là, elles aussi, assises sur les canapés. Et le but, c'était de passer une soirée hyper chill tout en découvrant les nouveautés et en discutant avec les startups ou des grosses entreprises qui étaient là pour présenter leurs nouveautés. Et il y avait aussi une exposition avec Mad, un artiste que j'adore et qui est hyper bon, MA2D. Vous regardez sur les réseaux, vous allez voir, c'est un tueur. On avait fait une exposition aussi avec lui et donc en fait la soirée s'est très bien passée. Fort de ce succès, on a fait 4 autres éditions en physique qui sont passées dans un autre lieu qui s'appelle le Pavillon des Canaux à Paris, qui sont très bien déroulées. Après, Sorani et Mélanie sont partis sur d'autres aventures. Parce qu'elles n'ont plus le temps, etc. Et moi, j'ai continué à le faire au Mama Event. C'est un événement sur la musique où, en fait, cette fois-ci, j'ai réduit, où c'est devenu juste des canapés où des grands témoins sont là et qui viennent discuter sur un sujet, sur une thématique précise en lien avec soit la technologie ou soit les innovations sociales. Et le but est que les gens discutent et échangent sur ces thématiques-là. C'est très improvisé, c'est très sympa. Et j'ai eu le plaisir aussi de répliquer ceci à Angoulême où j'ai fait un énorme Cozy Lab, on va dire, avec Hiro Mashima. Et ça s'est hyper bien passé aussi. Et donc, c'était hyper chouette. Et donc, je continue de le répliquer maintenant sur d'autres salons et d'autres événements aussi bien liés à la culture japonaise que liés au social ou à la musique ou au développement durable. Bref, sur tous les sujets. Ce qui me ramène, en fait, à mon entreprise. Donc ça, je l'avais monté donc en 2016 et Mediacoup, en fait, ça se passait mal. Et donc, heureusement que j'avais monté le Cozy Lab parce que c'est ça qui m'a fait tenir jusqu'au moment où, en fait, j'ai eu le crash complet où il s'est passé des choses dans mon entreprise vraiment pas cool et j'ai fait une banqueroute financière et une banqueroute aussi de vie. Ça arrive. Et heureusement qu'on est en France parce qu'on peut se relever. Il y a plein de systèmes qui permettent de te relever, etc. J'ai parlé à toutes les personnes qui m'avaient employé à l'époque. Donc, c'était les maisons d'édition de manga, la chaîne J1, Game One, Manga et tout. Je leur dis, voilà, j'ai plus mon entreprise, je sais plus trop quoi faire. J'en parlais aussi à Sae, voilà, je sais plus trop quoi faire et tout. Il fait, tu sais quoi? Mais nous, en fait, on t'a pas embauché parce que t'avais une entreprise, on t'a embauché parce que on croyait en toi, on croit en toi. Et c'est pour ça qu'on a commencé aussi l'aventure avec Manga.tv et pourquoi on te suivait. Tu nous as vendu quelque chose qui est très chouette et tu es une belle personne. On croit en toi, donc on va continuer à te donner du travail. Alors, ils ont continué à me donner du travail. Et donc, je me suis relevé. Je me suis relevé petit à petit, grâce à l'improvisation théâtrale aussi. J'ai donné de plus en plus de cours, j'ai fait de plus en plus de reportages, j'ai fait de plus en plus de prestations, d'animations, de salons, et je me suis relevé petit à petit.
Jusqu'à maintenant, grâce à tout ça, le Cozy Lab, c'est devenu une entreprise dans laquelle on produit Casse Départ, ce que vous entendez, et Casse Café, ce que vous entendez maintenant. Je continue à travailler toujours dans l'univers du manga, toujours à animer des conférences pour différentes personnes. Je m'occupe aussi, pour ça, certains le savent déjà, mais je m'occupe du TikTok de Kurokawa et de temps en temps des Twitch de Kurokawa, et aussi, mais pas que de eux, mais pour aussi d'autres éditeurs de manga. Donc, on va dire que, en gros, le fait que je sois tombé, je me suis relevé grâce au soutien de mes pairs et de mes confrères et de mes consoeurs, ça m'a permis justement de faire ce casse-café et de vous parler de moi. Et je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez pris un plaisir à m'écouter, à m'entendre déblatérer sur moi et sur mes connaissances. Vous pouvez toujours réagir à tout ce que je viens de dire, on peut toujours échanger. Il y a une chaîne Discord qu'on utilise très peu, mais si vous venez, je ferai un plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre aussi tout ce que vous voulez entendre de ma part sur ce que j'ai dit. Si vous voulez que je le mette un peu plus grand, comme l'a fait Sae sur les différents pastilles de Casse Café, ou s'il y a une thématique de Casse Départ que vous voulez entendre, on la mettra aussi. Et si vous voulez aussi intervenir dans Casse Départ avec une notion qui vous est chère, aussi c'est possible. On est totalement ravis que vous écoutiez ce podcast et que vous participez. Et si vous voulez faire encore plus de choses, nous serons encore beaucoup plus ravis. En gros, Casse Départ, ça résume un peu tout ce que je viens de dire. En fait, on se relève et à un moment donné, on revient un peu sur la case départ, mais on a engrangé petit à petit de la connaissance. Et c'est pas parce qu'on revient en arrière, en fait, que tout s'arrête. Et je vous souhaite une très belle écoute des différents podcasts. Salut!